Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture, celui du mois d'avril. Ce mois-ci, j'ai donc lu 6 livres, mais je ne vais vous en présenter que 5, puisque le 6e, c'est un manga qui fait partie d'une trilogie que je vous présenterai en mai et que j'ai lu lors du week-end d'Amil prolongé du 30 avril au 3 mai. En avril, les notes vont de 16 à 18, autrement dit, on est sur de la bonne, voire très bonne lecture. Le premier livre que j'ai lu lors du mois d'avril, c'était Verlorene Städte de Anne Herzl, donc le premier tome de Lichter unter London. Donc comme vous l'aurez entendu, il s'agit d'un livre en allemand. Donc pour ce qui est du titre de ce tome-ci, Les Villes Perdues, et de la duologie, trilogie, je crois qu'il y en a déjà 3, c'est Les Lumières en dessous de Londres. Donc pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre ? Eh bien pour 2 raisons. D'une part pour le Witches Readathon et d'autre part pour le challenge auquel je participe sur Instagram et qui consiste à chaque mois nous donner une thématique pour pouvoir vider nos pales. La thématique du mois d'avril étant Londres. Les Lumières en dessous de Londres, ça me paraissait parfait. Dans ce roman, on suit Maeve O'Sullivan qui s'est donné pour défi d'aller dans les catacombes de Londres, puisqu'apparemment il y a des catacombes, et elle y va, et elle s'y perd bien évidemment. Elle va rencontrer un jeune homme, et puis surtout les peuples qui vivent dans ces catacombes, et s'en suivent plein de rebondissements, d'aventures, etc. Donc on est plutôt dans un roman d'aventure. On a une petite touche de presque romance, j'ai envie de dire, entre Maeve et ce garçon dont j'ai perdu le nom. Blaise, voilà. Mais voilà, alors moi ce que j'adore c'est la couve dans ce roman, mais voilà, et le jaspage évidemment. Pour ce qui est du roman en lui-même, bien que j'ai mis un peu moins de 15 jours à le lire, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Parce que d'une part je ne savais pas trop où j'allais, je comprenais pas, en fait je voyais pas le lien entre le résumé de 4e de couverture et ce que je lisais. Parce qu'on vous parle dans le résumé d'une espèce de malédiction contre laquelle elle doit se battre et pour laquelle il faut qu'elle descende toujours plus bas. Or en fait la malédiction elle arrive vraiment assez tard, enfin on comprend qu'elle arrive assez tard et elle arrive pas tout au début non plus, elle descend pas parce qu'elle a cette malédiction. Donc déjà là j'avais un petit peu du mal. Ce qui m'a aussi posé problème c'est tout un tas de néologismes germano-anglais on va dire. Puisque là où moi je voyais des mots anglais, quand j'ai demandé à mes collègues d'anglais ce que ça voulait dire, ils m'ont dit bah non en fait Steffi ça n'existe pas ce mot là. Et donc ce sont des néologismes en fait propres à ce roman, à cette histoire. Et je vous avoue que c'est pas facile quand on est certes bilingue allemand, mais qu'on parle pas forcément très bien anglais et que de toute façon on n'est ni allemande ni anglaise, c'était assez compliqué pour moi. Toujours est-il que au bout d'un moment j'ai réussi à passer outre tout ça et à me plonger pleinement dans l'histoire et à partir de là j'ai bien plus apprécié. Ce que j'ai énormément apprécié dans cette histoire c'est le côté queer et inclusif. C'est la première fois que je lisais un livre vraiment queer, dans le sens où la sexualité, enfin le côté sexué des personnes est à la fois très important et à la fois pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas... y a des filles, il y a des garçons et puis il y a d'autres, hein, voilà, qui ne se définissent ni comme des filles ni comme des garçons, mais comme des êtres humains par exemple. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que comme je vous dis c'était la première fois pour moi. Donc vraiment. Parce que bon évidemment j'ai lu des livres de ce genre là mais pas à ce point. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Donc je sais pas comment c'est fait ailleurs mais là vraiment ça m'a plu d'avoir cette vision des choses. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 16 sur 20. Et oui, c'est la moins bonne note, mais vous voyez, c'est quand même une très bonne note. Le deuxième livre que j'ai lu en avril, c'était celui que j'attendais le plus, et ce depuis un moment. Je l'ai également lu dans le cadre du Witches Readathon, puisqu'il y a des sorcières dedans. Je ne vous le présente plus, il s'agissait de L'Éden des sorcières, le tome 8 de Yumeji, donc le dernier tome. Et on suit toujours notre petite Pili qui est parvenue au paradis. C'est hyper spoilant ce que je dis mais on s'en doute bien, ça s'appelle l'Éden des sorcières, à un moment donné c'est clair qu'elle y va, hein. Voilà.
Donc elle parvient au paradis et ben s'en suivent des choses auxquelles elle s'attendait pas vraiment. Alors moi, je m'attendais à plein de choses. On m'avait brossé un tableau assez négatif de ce tome-ci. Donc j'avais énormément d'attentes et puis en même temps cette espèce d'enclume ou plutôt d'épée de Damoclès qui planait au-dessus du bouquin disant que il n'était pas génialissime, ou en tout cas pas à la hauteur des autres, surtout pour une fin. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu de meilleurs tomes. Ça, qu'on soit clair, ça a beau être ma saga de manga coup de cœur, en gros la seule que je lis, même si je vous ai dit au début que j'avais lu d'autres mangas, voilà, ça a beau être un énorme coup de cœur pour moi cette saga, il y a des tomes qui sont au-dessus des autres, bon ça c'est normal, hein. À partir du moment où il y a 2 tomes, plus d'un, il y en a forcément l'un au-dessus de l'autre, ou pas, hein, mais voilà, mais plus il y en a, plus le risque est grand. Donc voilà. Toutefois, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, voire même une très bonne lecture, vous le verrez à la note. Le seul truc c'est que pour moi ça va beaucoup trop vite. Il y a des enchaînements beaucoup trop rapides. Je me dis qu'on aurait pu prendre plus le temps d'expliquer les choses, d'aller au fond des choses. Et donc voilà. Et donc pour ces raisons, je n'ai mis que 18 sur 20. Oui, évidemment c'est la meilleure note. Parce que mine de rien c'est une belle fin. Ce que j'ai aimé aussi, oui je vous en parle après mais c'est pas grave, c'est le personnage d'Oak. Donc Oak, on rappelle, c'est son compagnon, une espèce de loup-plante. Je l'ai beaucoup aimé dans ce tome-ci parce qu'il est très ambivalent. Vraiment, on découvre une facette de lui à laquelle finalement on s'attendait puisque l'autrice avait semé des petits cailloux tout au long de l'histoire et depuis le tome 1. Mais voilà, on s'y attendait et puis en même temps on espérait que non, bien évidemment. Et puis après il y a des retournements de situation et bref, ce côté ambivalent de Oak j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'arrête de vous en parler, je vais sûrement, certainement, me faire une relecture de cette saga parce que je l'ai, elle est à moi et que je l'adore. Et je peux que vous la recommander, bien évidemment. Mais ça, j'arrête pas de le faire. La troisième lecture du mois, c'était toujours pour le Witches Readathon et ça aurait été parfait pour le Tarot Books Challenge, donc évidemment de la même créatrice, mais qui n'existe plus. Il s'agissait des Arcanes du Mal de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche, donc... et bah ici on est sur une jeune fille qui découvre un tarot et ce tarot est maléfique. Donc la jeune fille en question c'est Alicia, elle est une descendante des fées, mais des fées, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bref. Sauf que elle, contrairement à sa mère, contrairement à tous les descendants des fées, elle n'a pas une once de sang de fée dans son sang. Ce qui fait que sa mère se sert d'elle pour... elle utilise son sang humain qu'elle va mélanger à plein de trucs pour créer des potions. Quand je dis plein de trucs, ça va être du thym, de la poudre d'os, de la belladone, voilà. Sauf qu'elle les mélange pas après avoir prélevé le sang de sa fille. Non, non, non. Elle fait bouffer du thym, de la poudre d'os, de la belladone à sa fille. Elle attend que ça infuse, on va dire, et puis elle lui prélève le sang. Donc vous imaginez un petit peu l'état de la fille. Hein. La fille qui a, je crois, 17-18 ans. Bah oui, puisqu'elle passe son bac au début. Voilà. Et donc pour cette jeune fille, le seul moyen d'échapper à sa maman, ce serait d'aller dans une académie qui n'accepte cependant que les personnes qui ont le don de voir, avec un grand V. Et qui donc sont celles qui ont du sang de fée dans leur sang. Et ce n'est pas du tout son cas. Pourtant elle va réussir à intégrer cette académie. Et c'est là qu'elle va trouver le tarot. C'est un tarot qui donc est maléfique et va lui faire des choses un petit peu, de plus en plus, comment dire, malsaines, maléfiques forcément. Et Alicia va se laisser embarquer là-dedans. J'ai pris ce roman lors d'une séance de dédicace, donc il m'a été superbement dédicacé par l'autrice. Et soyons honnêtes, même si les personnages sont clairement moraligrés, on va pas essayer l'accent, surtout Alicia, puisque voilà, sa maman on n'en parle pas, mais voilà, tous les personnages sont vraiment en nuance de gris, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, encore que la mère clairement, voilà. Et puis le tarot évidemment, mais on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de méchant et il n'y a pas réellement de gentil non plus. Toutefois, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus psychologique. Voilà, moi j'ai eu l'impression de passer peut-être un petit peu au-dessus
de certaines choses. Alors bien sûr, on voit la jeune fille qui va évoluer dans, pas dans le bon sens évidemment, mais j'aurais eu besoin de peut-être plus de subtilité, de nuances, de dark. Ouais, clairement en fait j'avais envie de quelque chose d'encore plus sanglant, même si croyez-moi il y a du sang, hein, ça se voit sur la couve, donc voilà. Voilà, ça c'est le petit truc qui m'a un peu manqué. En revanche, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'univers. L'univers créé par l'autrice, les faits dont il est question ici, et puis tout ce qui va graviter autour et dont je ne peux pas vous parler sans spoiler. Tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a énormément inspiré. Enfin, quand je dis inspiré, c'est mon moi autrice a été très inspiré par ça. Donc voilà, il a d'énormes qualités. Moi, peut-être que à force de lire des choses de plus en plus dark, j'en attendais évidemment davantage. Voilà, j'ai quand même bien aimé puisque j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20, j'allais dire sur note, sur 20, ce qui est bien évidemment une très bonne note. Le livre que j'ai lu ensuite ne faisait pas partie du Witches Readathon, c'était un service de presse que m'a envoyé Émilie Musso, c'est sa dernière sortie. Il s'agit de À la lisière, les chroniques de Ruben, et c'est donc un auto-édité. Et c'est surtout un tout petit roman que j'ai, une novella même, que j'ai lu d'une seule traite, et qui franchement m'a plutôt plu, même si je m'attendais mais alors absolument pas à ça. En fait, avec le résumé, etc., on a l'impression d'avoir quelque chose qui soit à la lisière entre le réel et le surnaturel, et c'est clairement ça. Voilà, j'espérais peut-être un peu plus, mais en fait quand on voit la fin, on comprend tout. Et je vous promets, je vous spoil pas la fin, mais la fin, elle m'a laissé sur les fesses. Je m'attendais absolument pas à ça. Un retournement incroyable de situation, et rien que pour la fin, vous devez lire cette novella, je vous assure. Je vais vous lire une petite citation que j'ai retenue. Alors pour ce qui est de l'histoire, d'abord je vais vous parler de l'histoire. Donc on est dans un petit village avec un certain Ruben qui crée des chroniques, et c'est-à-dire qu'il raconte des histoires sur les gens du village. Et un jour il va commencer à raconter l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années il me semble, qui habite dans une maison à la lisière du bois et qui est très étrange et que les habitants du village prennent pour une sorcière, etc. Et donc il va commencer à raconter sa vie pour expliquer, parce qu'il se dit que si les gens connaissent son histoire, ils vont arrêter comme ça de supposer plein de choses sur elle, de la prendre pour une sorcière, etc. Sauf que ça tourne pas aussi bien qu'il le voulait, hein. Donc voilà, je vous laisse avec ça, c'est à peu près le résumé qu'il y a là, c'est l'idée que je m'en étais fait, et c'est grosso modo le cœur de l'histoire. Je vous lis maintenant la petite citation qui m'a beaucoup plu, et que j'ai écrit dans mon carnet. Je garde ça comme ça parce que voilà. Donc, oui, alors ce que je dois vous dire aussi, c'est que dans ce roman, il est question de différences au pluriel, des différences entre les gens, etc. et de comment on appréhende ces différences. Et donc la citation, elle est sur les différences. Ce qui fait peur n'est pas la différence, c'est ce qu'on projette dessus. Et c'est tellement vrai en fait. Parce que les gens sont différents et alors c'est pas grave. Mais ce que nous on pense de la différence, ce qu'on va percevoir de ça et ce qu'on va imaginer de ça, c'est ça qui fait tout le boulot en fait. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, j'ai mis également à cette histoire, à cette petite novella, la note de 16,5 sur 20. Et voilà, et je vous la recommande, franchement elle se lit trop bien. Et la fin. Mais rien que pour la fin j'aurais dû mettre plus, parce que vraiment c'est waouh, les 2 derniers chapitres, mais voilà, et il faut être assis. Voilà. Bref, lisez À la lisière. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un tome 2 qui était a priori pas prévu, d'après ce que j'ai compris de l'autrice. Il s'agissait du Chêne et la Foudre, le tome 2, L'héritage du temps de Sam Agaili aux éditions Addictesi. Donc vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais adoré le tome 1, j'étais tombée vraiment, alors c'était pas un coup de cœur, mais je l'avais défoncé, il fait genre 6 à 700 pages et je l'avais lu en pas longtemps. Alors certes j'étais dans le train mais voilà, c'est de la romantaisie et j'avais adoré, vraiment j'avais adoré. Donc je m'étais acheté en dédicace le tome qu'elle avait écrit après, donc Le Bronze et l'Ambre ici. Et sauf que Le Bronze et l'Ambre ça se passe 20 ans après. Et qu'elle s'est dit que ce serait bien peut-être ou ça lui a été demandé, je sais plus bien, de relier
ces deux livres pour qu'on comprenne peut-être un peu mieux ce qui se passait dans sa tête entre les deux romans. Et donc elle a écrit L'héritage du temps. Donc ici on va suivre les mêmes héros que dans le premier tome, à savoir Cailenbrat et Elisandre. Cailenbrat était un assassin et Elisandre était une mageline, il était chargé de tuer tous les magelins, voilà, sauf que bien sûr on est dans un enemies to lovers, ils vont tomber amoureux avec un age gap parce que lui il est adulte et que elle, dans le premier tome elle a 17 ans. Et croyez-moi qu'il y a un age gap énormissime en réalité, il ne s'agit pas juste d'un adulte et d'une ado. Voilà. Bref, c'était génial. Et donc j'avais énormément d'attentes pour celui-ci. Mais évidemment, quand on a trop d'attentes, on est souvent déçu. Et donc au début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Parce que c'était pas comme dans mon souvenir, parce que l'autre je l'ai lu l'été dernier et que à force d'en parler je l'ai tellement idéalisé que voilà, je crois que je l'ai tellement idéalisé que dans ma tête c'était un 20 sur 20 alors que je crois qu'il a eu moins, je sais plus. Bref, ce tome-ci du coup j'ai eu un petit peu de mal à entrer. Il se passe 5 ans plus tard et puis voilà, donc les personnages ont un petit peu grandi évidemment, surtout qu'il s'est... Enfin, déjà, j'avais grandi dans le premier tome, mais voilà. Alors, surtout Elisandre, quoi, bon. Et puis, je me suis habituée à ça, et je suis rentrée dans l'histoire, et j'ai beaucoup aimé, finalement. Puisque, les personnages ayant grandi et pris en maturité, on est dans le après, ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants, puisque ici, on a des enfants, d'accord? Elisandre, elle est maman, sa meilleure amie aussi, d'ailleurs. Et voilà, donc on a des thématiques qui sont un peu plus adultes, si vous voulez, que dans le premier. On a également la thématique qu'on avait un petit peu abordée dans le premier et qui est pleine et entière ici, à savoir la réincarnation, puisqu'Elisandre est la réincarnation de au moins une personne, mais en fait de plein de personnes. Et alors ça c'est très spoilant ce que je dis, mais tant pis, vous êtes là, voilà. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est fait avec ces réincarnations, et là-dessus je dois dire que c'est à la fois dérangeant, parce que nous on a l'impression de perdre notre Ellie, et en même temps ça a tellement de sens que voilà, que ça c'était très appréciable. Et puis à côté de ça on a Kylen qui lui n'a pas changé, c'est toujours le même, et qui voit sa femme s'éloigner, qui lui est pris de cauchemars, et qui doit lui aussi s'éloigner de son épouse et de son fils, par peur de leur faire du mal. Donc en fait tous les deux vivent des chemins plus ou moins similaires, mais en parallèle, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Donc on est dans comment rester amoureux, plus ou moins, quand on a d'autres choses en tête finalement. Et là-dessus c'était très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc comme je vous dis, c'est qu'on aborde ici pleinement un thème qui est un petit peu abordé, enfin un peu plus qu'un petit peu, mais voilà, dans le premier tome. Donc le fait de relier comme ça les deux tomes, j'ai trouvé ça très très bien, de basculer sur un point qui avait été légèrement abordé, de s'en emparer pleinement ici, j'ai trouvé ça très bien. Il y a malgré tout aussi, enfin malgré tout, je sais pas pourquoi je dis ça, il y a des retournements de situation que je n'ai pas vu venir, qui sont très bien, et voilà, bref, j'ai passé quand même un très très bon moment de lecture, même si le début a été un petit peu compliqué. Je l'ai lu en moins de 10 jours, donc pour une pavasse comme ça, pour moi, je trouve ça très bien. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 17 sur 20, et vraiment, je vous en recommande la lecture, mais ne faites pas la bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire n'attendez pas trop longtemps entre les deux. Alors bien sûr, moi quand j'ai lu le premier, celui-ci n'était pas sorti, donc voilà. Mais voilà, si jamais l'histoire vous tente, si jamais vous aimez la romantasy, franchement foncez. Il y a du spicy, mais vraiment pas trop. Et il est souvent très utile, j'ai envie de dire. Il est surtout dans le premier. Et puis voilà. Donc, mais il n'y en a pas trop, donc pour ceux qui aiment beaucoup, enfin des livres avec beaucoup de smut, ne vous attendez pas à ça ici du tout. Ici on est plutôt dans une romance, dans de la fantasy, vraiment on a de la fantasy, et ça en fait de la romantasy parce que il y a les deux en même temps. Mais voilà, le fil rouge c'est l'histoire d'Elisandre d'un côté et l'histoire de Cailenbrat de l'autre, et donc voilà. Bref, j'arrête de vous vendre ce roman, tout ce que je dis c'est qu'il faut le lire.
Si vous voulez en savoir plus sur tous les romans dont je vous ai parlé, n'oubliez pas que vous retrouvez les chroniques un peu plus complexes, un peu plus complètes plutôt, sur mon site steffiwolf.fr, sur lequel je vous invite bien évidemment à faire un tour. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez lui mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me dire en commentaire si certains de ces livres vous intéressent, si peut-être vous en avez lu déjà un ou deux, ou ce que vous voulez. Les commentaires sont là pour s'exprimer. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et qu'elle vous plaît, eh bien moi ça me ferait très plaisir que vous vous y abonniez dès maintenant. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!